Plutôt que de tenter de constituer une critique de la séparation, de questionner la limite qui séparerait les représentations et les choses du monde, il m'a semblé judicieux d'aborder la séparation des critiques. Il y aurait plusieurs manières différentes de supposer des a priori, afin de pouvoir juger du niveau de la séparation qu'entretiennent les représentations avec les choses du monde. Mais puis-je supposer une séparation de différentes critiques, par exemple une qui serait européenne et l'autre japonaise, sans construire une opposition qui qualifierait les unes par rapport aux autres, au travers d'un miroir inversant, en construisant deux blocs qui se répondraient réciproquement. Étant donné l'héritage que nous laisse l'histoire coloniale, je dois bien avouer que sa dynamique a produit un nombre de dégâts considérables, dont il est délicat de saisir l'étendue exacte. Rien qu'en tentant de considérer ce que serait un mode de pensée extra-occidental, je serais déjà pris au piège de mes propres catégories issues de la philosophie, et amenant une délégitimation des autres formes de spéculation sous l'appellation fort maladroite de philosophie orientale. Mais les échanges historiques ayant bien eu lieu entre ces différents ensembles de fonds culturels distincts, ceux-ci ont parfois reconsidéré leurs propres héritages sous les critères de la philosophie, tout en réclamant une reconnaissance à égal de ce qu'est devenu alors une philosophie orientale. Ce type de dynamique qui a débuté au Japon, a ensuite reconfiguré en Chine une histoire intellectuelle de plusieurs millénaires, en faisant disparaître une partie des pratiques et en assignant de nouvelles finalités à des formes de pensée maintenant hybridées. Rien qu'une compréhension de ce phénomène de rencontre et de reconstruction de formes de spéculation qui étaient a priori séparées soulève des difficultés considérables, cela même sans avoir tenté d'approcher ce que seraient certaines doctrines et quels seraient leurs fonctionnements internes. En voulant esquisser ce que serait une différence a priori en fonction des cultures, en voulant approcher ce qui précéderait chaque jugement et ce qui serait une des causes des différentes interprétations d'un même phénomène, en s'interrogeant sur ce qui resterait comme habitude séparée en actes, malgré les longs échanges et l'histoire commune de la modernisation, il me semble répandu de s'approcher d'un couple d'oppositions qui pourrait maladroitement se nommer logique-analogique. La nomination de ce couple conceptuel est malheureuse. En prenant un mot d'origine grecque, le logos, et en lui opposant tout ce qui ne serait pas ce logos, je ne peux que tomber immédiatement dans un clivage de type Occident-Orient, avec les dégâts et les simplifications que Edward Said dénonçait dans l'orientalisme, son précieux ouvrage de 1978. Dans ce livre, il se trouve une citation datant de 1908 de l'anglais Lord Cromer, alors consul général d'Égypte. Je cite un terrible passage dont la tonalité aurait été grandement partagée par les instances coloniales à cette période. 2 points. L'Européen fait des raisonnements serrés, il expose les faits sans ambiguïté, il est naturellement logicien, même s'il n'a pas étudié la logique. L'esprit de l'oriental, d'autre part, de même que ses vues pittoresques, manque au plus haut point de symétrie. Sa manière de raisonner est pleine de laisser-aller. Bien que les anciens Arabes aient acquis au plus haut point la science de la dialectique, leurs descendants manquent singulièrement de facultés logiques. Ils sont souvent incapables de tirer les conclusions les plus évidentes de prémices simples, dont ils peuvent accepter la validité. Parler d'analogisme en ce qui concerne les pays extra-occidentaux a été un moyen de domination et de colonisation, en s'appuyant sur une prétendue infériorité en ce qui concerne la logique. Une difficulté concernant la pensée chinoise, c'est qu'il existe bien un a priori au jugement qui serait de type analogique, mais il ne faudrait pas en conclure quoi que ce soit d'une bêtise irrationnelle. Celui-ci posséderait une originalité dans la comparaison avec le modèle hérité de la Grèce, mais il n'en serait pas moins un puissant moteur spéculatif. Alors comment décrire ce type de spécificité sans segmenter et hiérarchiser des groupes humains? Ce serait, me semble-t-il, une des difficultés majeures de la sinologie. Dans le livre de 2019, Ce que la Chine nous apprend, son auteur Léon van der Merch énonce dans l'introduction les contraintes qui lui semblent encadrer ce que serait la finalité de la sinologie, c'est-à-dire celle de la description d'une originalité. Je le cite. 2 points. De bons esprits ont expliqué que l'idée d'une hétérotopie chinoise était malvenue, et que, pour comprendre la Chine, plutôt que de mettre en exergue les spécificités de sa culture, mieux valait découvrir leur enracinement dans le terreau d'humanité universellement partagé par toutes les cultures. Encore, me semble-t-il, faut-il alors ne pas perdre de point de vue que toute culture, si elle croit bien sûr sur ce terreau partagé, n'intéresse la connaissance que par l'originalité de son développement, et prendre garde à ne pas relativiser cette originalité par rapport à de faux semblants d'universel qui ne sont que du commun sans valeur, comme pour tout homme de marcher sur 2 jambes. En utilisant le mot analogie par rapport à la pensée chinoise ancienne, il me semble bien délicat de ne pas reproduire de vieilles oppositions d'orientalistes. Il serait vraisemblablement plus juste de supprimer le terme d'analogie pour le remplacer par celui de logique de correspondance, de corrélation, de convenance, de sympathie, de ressemblance. Mais plutôt que de jouer à me perdre dans la qualification de ce que serait l'analogisme, je préfère aborder la question par une anecdote qui a pour qualité d'être historiquement située.
Quand au XVIe siècle, le jésuite Matteo Ricci arrivait en Chine, il avait tenté de prouver l'existence d'erreurs qui seraient internes au raisonnement chinois en commentant des textes qui appartenaient à l'école des Mnons aux alentours du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Ce corpus de textes serait représentatif des tentatives de spéculation à partir du langage, en cela il pourrait être qualifié de logicien. Voici un extrait de la discussion qu'a menée Matteo Ricci à propos de cette formule célèbre « cheval blanc n'est pas cheval », dont j'ai trouvé une traduction dans l'histoire de la pensée chinoise de Dan Cheng. Je cite quelques passages de ce dialogue. 2 points. La question. Un cheval blanc n'est pas un cheval. Est-ce logiquement admissible? La réponse. Ainsi le blanc n'est pas le cheval. Cheval blanc, c'est la combinaison de cheval et de blanc. Voilà pourquoi je dis cheval blanc n'est pas cheval. Face à cette affirmation qu'un cheval blanc n'est pas un cheval, voici ce qu'aurait dit Matteo Ricci, d'après les analyses de Jacques Guernet, dans un article de La pensée en Chine aujourd'hui, de 2007. Je le cite. 2 points. Considérons, dit-il, le terme cheval blanc. Le cheval est substance, ce qui est établi par soi-même, et le blanc est l'accident, ce qui s'appuie sur autre chose. Même s'il n'y avait pas de blanc, il y aurait quand même un cheval, tandis que s'il n'y avait pas de cheval, il ne pourrait y avoir de blanc. Cela peut sembler être la dénonciation d'une contradiction logique évidente, celle de la confusion de la catégorie de substance et d'accident. Matteo Ricci n'avait pourtant pas convaincu ses interlocuteurs chinois. Je cite encore Jacques Guernet. 2 points. Or, dans ces démonstrations qu'il pensait décisives, Ricci ignore 2 faits qui expliquent pourquoi ses lecteurs les ont jugés incompréhensibles. L'un est que la division entre la substance et l'accident, élémentaire pour un Européen de son époque, parce qu'elle reproduisait celle du substantif et de l'adjectif, n'avait aucun sens dans une langue où tout mot pouvait avoir, suivant sa place dans la phrase et son contexte, toutes les fonctions possibles, nominales, verbales, adjectives ou adverbiales. L'autre, que le raisonnement par exclusion et distinction radicale auquel Ricci fait appel était inconnu des Chinois. Le chinois, en vertu de sa constitution, ne peut avoir de préfixe privatif. Il privilégie, au contraire, dans ses raisonnements, comme dans sa prose et sa poésie, les termes qui s'accordent, s'opposent sans s'exclure, ou comportent du plus ou du moins, tels que grand et petit, subtil ou grossier, vide et plein. D'où l'impression chez les premiers critiques des jésuites de toutes sortes de coupures et séparations, et d'innombrables raisonnements incompréhensibles. Au niveau des structurations internes au langage et des catégories propres à chaque langue, voici ce qui amènerait la spéculation logique dans des dimensions si différentes au XVIe siècle pour un Européen et pour un Chinois. Je cite encore Jacques Guernet. 2 points. 2 modes de pensée apparaissent donc à l'origine des difficultés de compréhension entre Chinois et missionnaires. L'un, qui est fondé sur le discours et à l'avantage de la clarté, procède par antinomie. L'autre ne connaît que des modifications continues, qui sont le propre des choses sensibles ou de ces couples indissociables dont abonde le vocabulaire chinois. Il aurait ainsi bien existé des tentatives logiciennes en Chine ancienne, et d'une certaine manière les expériences sont comparables avec leurs équivalents en Grèce, en particulier Aristote. Mais ces opérations logiques n'auraient pas amené les mêmes développements et les mêmes conclusions. Ainsi, d'après Han Cheng, dans son Histoire de la pensée chinoise datant de 1997, je la cite. 2 points. Certes, les logiciens de la Chine ancienne partagent avec leurs homologues grecs la même fascination pour le langage, la même impatience d'explorer les possibilités et les limites d'un instrument que l'on vient de découvrir. Or, comme le montre Xuangzi, la raison comme instrument trouve ses limites dans l'absurde. D'après A.C. Graham, alors que les Grecs auraient réussi à surmonter cette première étape expérimentale en établissant les règles d'une logique formelle, la pensée logique en Chine ne semble guère avoir dépassé un stade embryonnaire. Toujours par comparaison, le langage pour la tradition grecque serait un moyen de statuer sur la nature des choses au travers de la logique. Du côté chinois, il y aurait d'après Han Cheng une, je la cite, 2 points, absence d'intérêt pour la définition comme porteuse de signification et moyen d'accès à la réalité des choses. Le langage en Chine aurait alors plutôt constitué un canon formel déterminant des pratiques, et il aurait été utilisé notamment comme élément de spéculation possédant la possibilité d'une continuité avec la logique du cosmos. La logique de la Chine ancienne ne serait pas alors définitionnelle, mais elle serait plutôt inclusive, en supposant des relations non logiques, voire analogiques, entre un tout et ses parties. Je cite encore Han Cheng. 2 points. Contrairement à la logique aristotélicienne qui conçoit la définition d'une chose en particulier, à partir de ce que cette chose n'est pas ou de ce qu'elle exclut. La logique chinoise propose un mode d'identification par inclusion. Une chose est un tout qui inclut des parties, la partie n'est pas identique au tout. De plus, et toujours par comparaison avec le logos tel qu'il aurait été constitué dans la tradition grecque, les mots seraient utilisés avec une visée pratique. Je la cite encore. 2 points.
De manière générale, les penseurs chinois qui ont réfléchi sur le langage se sont intéressés davantage à l'aspect pragmatique du rapport entre le langage et ses usagers qu'à l'aspect sémantique de son rapport avec la réalité extralinguistique. En d'autres termes, le langage importe plus par sa fonction normative que par sa fonction descriptive, nettement privilégiée par la tradition aristotélicienne. Et en conclusion, je la cite. 2 points. La pensée chinoise se distingue donc en premier lieu par l'accent qu'elle place sur le langage comme générateur de comportement, plutôt que comme expression sémantique d'un contenu. Ce rapport au langage qui serait hors du logos au sens aristotélicien aurait beaucoup déterminé la perception que nous avons de la pensée chinoise. En tant que tradition historique avec de nombreuses écoles se référant les unes aux autres, la pensée chinoise ne serait pas un système qui dialectiserait les différentes variations dans le but d'un dépassement, mais elle serait plutôt une sorte d'accumulation d'un ensemble d'habitudes spéculatives, de corpus et de pratiques. Je cite Han Sheng. 2 points. Contrairement au discours philosophique hérité du logos grec qui éprouve le besoin constant de rendre compte de ses fondements et propositions, la pensée chinoise, opérant à partir d'un substrat commun implicitement accepté, ne saurait se présenter comme une succession de systèmes théoriques. Me voici donc confronté à une opposition logique-analogique qui pourrait me sembler si évidente qu'elle imposerait de son autorité comme étant la ligne de démarcation séparant le philosophique et non philosophique. Elle pourrait être, d'après les mots de Deleuze et Guattari, ce qui séparerait la figure du concept. Mais encore faudrait-il savoir de quel modèle exact nous parlons en utilisant le terme analogique, car si celui-ci peut opposer la philosophie telle qu'elle est conçue aujourd'hui à la pensée en Chine ancienne, il ne sépare pas uniquement un Occident qui serait logique et un extra-Occident qui serait analogique. En effet, le modèle dominant en Europe jusqu'au XVIe siècle aurait aussi été analogique. Sur ce point, la pensée chrétienne au Moyen-Âge ne pourrait pas être considérée de philosophique, cela au même titre que la pensée chinoise. Ce serait vraisemblablement pour cela que Deleuze et Guattari supposent dans le livre Qu'est-ce que la philosophie de 1991 que la pensée chrétienne ne serait pas une philosophie, car elle produirait des figures et non des concepts. Je les cite. 2 points. Peut-être la pensée chrétienne ne produit-elle de concepts que par son athéisme, par l'athéisme qu'elle sécrète plus que toute autre religion. Il y aurait eu ainsi du non-logique, de l'analogique en Occident, et cela aurait été le modèle dominant durant au moins un bon millénaire. En tant que modèle de construction des connaissances sur le monde, en tant qu'a priori formel de l'agencement d'un cosmos, il ne serait pas décalé de prendre le modèle épistémologique de l'analogisme pour tenter de questionner ce que serait le fonctionnement du langage analogique en Chine. Évidemment, pour atteindre une structure pure de l'analogisme, si cette formulation a un quelconque sens, il faudrait pouvoir enlever toutes les figures teintées culturellement, supprimer tous les a priori historiques construits entre la Grèce, l'impérialisme romain, ou encore les monothéismes et leurs histoires puissantes en représentation iconique. Un tel challenge serait vraisemblablement impossible. Néanmoins, dans le livre de Michel Foucault, Les mots et les choses, datant de 1966, le chapitre 2 se nommant « La prose du monde » me semble pertinent pour tenter une description de l'analogisme. L'auteur y déploie ce qui pourrait se nommer d'épistémé analogique au XVIe siècle, grâce à la notion de la ressemblance. Je cite le début du chapitre. 2 points. Jusqu'à la fin du XVIe siècle, la ressemblance a joué un rôle bâtisseur dans le savoir de la culture occidentale. C'est elle qui a construit une grande part de l'exégète et de l'interprétation des textes. C'est elle qui a organisé le jeu des symboles, permis la connaissance des choses visibles et invisibles, guidé l'art de les représenter. Michel Foucault analyse 4 formes de similitude: la convenance, l'émulation, l'analogie et la sympathie. Sans entrer dans le détail de chacune de ces formes, je pourrais dire qu'elles permettraient les unes par rapport aux autres d'établir des relations de correspondance, de différence, mais aussi d'unité entre les choses séparées du monde. Elles permettent de décrypter la stabilité du monde. Je le cite. 2 points. Tout le volume du monde, tous les voisinages de la convenance, tous les échos de l'émulation, tous les enchaînements de l'analogie sont supportés, maintenus et doublés par cet espace de la sympathie et de l'antipathie qui ne cesse de rapprocher les choses et de tenir à distance. Par ce jeu, le monde demeure identique, les ressemblances continuent à être ce qu'elles sont et à se ressembler. Le même reste le même et verrouillé sur soi. Ainsi, pour celui qui interroge la signification du cosmos jusqu'au XVIe siècle en Europe, le langage véhiculerait des réponses grâce aux similitudes. Une herméneutique serait alors possible par le décodage au moyen du langage. Je cite encore. 2 points. Chercher le sens, c'est mettre à jour ce qui se ressemble. La nature des choses, leur coexistence, l'enchaînement qui les attache et par quoi elles communiquent, n'est pas différente de leur ressemblance. Ou alors, je cite. 2 points. Le monde est couvert de signes qu'il faut déchiffrer. Et enfin, je cite. 2 points. Connaître serait donc interpréter.
Le langage serait dans un rapport d'analogie avec le monde, il ne serait pas constitué de signes arbitraires, d'une certaine manière il exprimerait le monde. Les langues, je cite Foucault, disent le ciel et la terre dont elles sont l'image. La similitude serait le moyen de canaliser l'exubérante variation des phénomènes du réel, elle crée des schématisations et des connexions entre les éléments éparses. Pour décrire ce qu'il appelle l'ontologie analogique dans le livre de 2005 Part de la nature et culture, Philippe Descola utilisait les analyses foucaldiennes qu'il qualifie de mode de décryptage. Je cite un passage synthétique. La ressemblance devient en effet le seul moyen d'introduire de l'ordre dans le monde insaisissable de l'analogisme. Monde a priori chaotique et boursouflé, puisqu'il contient une infinité de choses différentes, chacune rangée en un lieu singulier, chacun au cœur d'un réseau idiosyncratique. Réduire ce vestige atomiste exige de reconnaître des liens de similitude autorisant un cheminement signifiant sur des trajets qui peuvent être répétés. Cette généralisation d'une ontologie analogique se serait éteinte en Europe à partir du XVIe siècle, et la langue serait devenue alors un système de signes pris en étau entre un signifiant et un signifié. La langue serait rentrée dans le paradigme de la représentation. Ainsi, je cite Foucault, Le langage, au lieu d'exister comme l'écriture matérielle des choses, ne trouvera plus son espace que dans le régime général des signes représentatifs. Un glissement épistémologique gigantesque semblait s'être opéré, et aujourd'hui nous sommes les héritiers de cette transformation ayant eu lieu à l'âge classique. Je cite encore Foucault, La profonde appartenance du langage et du monde se trouve défaite. Le primat de l'écriture est suspendu. Disparaît alors cette couche uniforme où s'entrecroisaient indéfiniment le vu et le lu, le visible et l'énonçable. Les choses et les mots vont se séparer. En Europe, un changement profond concernant le rapport du langage au monde se serait alors opéré. Après séparation entre les mots et les choses, il ne reste qu'un souvenir, qu'une nostalgie. La science et ses formules propositionnelles auraient enterré la cohérence de cet ancien monde qui était fondé sur la ressemblance. Comme dirait Merleau-Ponty dans L'œil et l'esprit, il ne reste rien du monde onirique de l'analogie. Ce qui aurait survécu de cette mort de l'analogisme serait au mieux quelques débris, et il se trouverait aujourd'hui exhumé dans des domaines parascientifiques ou dans le fantasme d'une résurrection d'un Moyen-Âge. Je cite Descola. Des chaînes de causalité transitive aussi longues et luxuriantes ne subsistent plus dans le naturalisme contemporain qu'à l'état de fragments, survivance nostalgique d'une époque enchantée, ou puis amateurs d'horoscopes, adeptes des médecines douces et fidèles des sectes New Age. En tant qu'héritier de la modernité européenne, se tourner vers une culture extra-occidentale qui aurait supposément gardé certaines des fonctions analogiques, la culture chinoise ou japonaise par exemple, ne serait peut-être simplement qu'un acte nostalgique ou qu'un désir de retour à une sorte de christianisme refoulé. L'individu portant en soi la nostalgie analogique projetterait parfois un Orient qui ne serait au final que le passé quelque peu délavé de sa propre culture, recyclé dans une altérité revivifiante. Mais il n'y aurait pas que la figure de l'antinaturaliste, de celui qui ne supporterait pas les sciences modernes et souhaiterait se revigorer en se plongeant dans ce fantasme d'un analogisme retrouvé. Il y aurait aussi le poète moderne dans sa recherche d'un rapport entre les mots et les choses. Je cite Michel Foucault. Or, tout au long du XIXe siècle et jusqu'à nous encore, de Hölderlin à Mallarmé à Antonin Artaud, la littérature n'a existé dans son autonomie, elle s'est détachée de tout autre langage par une coupure profonde qu'en formant une sorte de contre-discours, et en remontant ainsi de la fonction représentative ou signifiante du langage à cet être brut, oublié depuis le XVIe siècle. Dès lors, au travers de la poésie, le rapport du langage au monde deviendrait paradoxalement ce qui serait son fondement et ce qui serait sa limite. Je cite encore. À l'âge moderne, la littérature c'est ce qui compense, et non ce qui confirme, le fonctionnement significatif du langage. À travers elle, l'être du langage brille à nouveau aux limites de la culture occidentale et en son cœur, car il est, depuis le XVIe siècle, ce qui lui est le plus étranger, mais depuis ce même XVIe siècle, il est au centre de ce qu'elle a recouvert. Le rapport d'opposition entre le logique et l'analogique, s'il me semble efficient pour parler d'une différence existante entre la philosophie et la pensée chinoise ancienne, me pose tout de même d'énormes difficultés pour saisir sous quel angle cette opposition ne causerait pas d'énormes contresens. Il y aurait, à ma connaissance, au moins 3 niveaux d'opposition entre logique et analogique. Le premier niveau serait celui qui opposerait le logos aristotélicien à toutes les langues non influencées par le grec. Le second niveau serait celui qui opposerait le jugement classique et scientifique au jugement de la ressemblance qui dominait jusqu'au XVIe siècle. Et enfin, le troisième niveau serait celui de la littérature classique auquel s'opposeraient les poètes modernes dans leur recherche d'un pouvoir efficient reliant le langage au monde.
Entre une logique et une extra-logique, à quel type d'opposition pourrais-je référer spécifiquement quand je tenterai une compréhension de la pensée chinoise au travers du mode de l'analogisme? Ne risquerais-je pas d'utiliser les modalités des poètes modernes pour saisir ce que serait la signification des analogies anciennes? D'une manière caricaturale, puis-je m'empêcher de lire autrement un texte antique de Lao Tse que s'il était écrit par un surréaliste européen du XXe siècle? À cette question, je n'ai pas de réponse, mais il me semble plus que probable que ces différents niveaux d'interprétation grésillent les uns avec les autres et pourraient produire des masques et des figures cachant potentiellement la réalité des phénomènes qui devraient pourtant se dévoiler à mes yeux.